Elle s'était moquée de lui avec une fausse invitation. Mais lorsque le jeune père entra avec sa fille de 6 ans, habillée comme la fille d'un millionnaire, toute la salle se figea dans un silence stupéfait, incapable de croire ce qu'elle voyait. Avant de commencer, créons une vague de positivité. Écrivez en commentaire un mot qui décrit votre humeur aujourd'hui. Si cette histoire incroyable de vérité, cachée et de révélations inattendues vous plaît, cliquez sur « J'aime » et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il arrivera ensuite. Les verres de champagne tintaient doucement, alors que Victoire Dubois contemplait sa réception dans son appartement parisien avec la satisfaction de celle qui avait orchestré la perfection. À 27 ans, elle avait déjà gravi plus d'échelons dans le monde de la finance que la plupart des gens 2 fois plus âgés. Et la réception de ce soir était un témoignage éclatant de son succès. Les baies vitrées de son appartement, situé dans le 16e arrondissement, offraient une vue imprenable sur les lumières de Paris et la silhouette scintillante de la Tour Eiffel. À l'intérieur, la crème de l'élite d'affaires parisienne se mêlait sous des lustres de cristal valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Victoire ajusta le collier de diamants à son cou, un cadeau qu'elle s'était offert après avoir conclu l'affaire Dubois-Peterson le mois précédent. Sa robe de soie émeraude, taillée sur mesure, se mouvait avec grâce alors qu'elle se faufilait parmi ses invités, chacun d'eux étant une pièce soigneusement choisie dans la partie d'échecs qu'était son ascension professionnelle. Elle avait passé des semaines à préparer cette soirée, veillant à ce que chaque détail reflète son goût impeccable et son influence grandissante dans le monde financier. « Victoire, ma chère, cette soirée est absolument divine », s'extasia Marguerite Delaunay, l'épouse d'un banquier d'investissement en vue. « Tu sais vraiment comment recevoir. » « Merci Marguerite, je crois qu'il faut toujours s'entourer des plus belles choses et des plus belles personnes, » répondit Victoire, avec un sourire étudié, ses yeux déjà en train de balayer la salle à la recherche de sa prochaine opportunité de réseautage. La conversation coulait aussi doucement que le vin cher, servi par des serveurs en uniforme. Victoire avait engagé le meilleur service traiteur de la capitale, et tout depuis les huîtres de Normandie, importées jusqu'aux canapés artisanaux, témoignait de son palais raffiné et de son budget considérable. Elle traversait la foule, comme une reine parmi ses sujets, acceptant les compliments sur son goût, son appartement et son ascension remarquable au sein de Dubois & Associés, le cabinet de conseil prestigieux où elle occupait le poste de directrice générale adjointe. Au fil de la soirée, Victoire se retrouva en conversation avec Jacques Morel, un homme distingué d'une 50aine d'années, qui contrôlait plusieurs portefeuilles d'investissement majeurs. Ils discutaient de potentielles collaborations lorsque le sujet glissa vers les travailleurs ordinaires qui faisaient tourner leur monde en coulisses. « C'est fascinant, comme nous remarquons à peine les personnes qui entretiennent nos bureaux, » observa Jacques en faisant tourner son cognac avec réflexion. Hier encore, j'ai vu notre homme d'entretien réparer l'ascenseur. Un brave type, mais on voit bien qu'il peine à joindre les 2 bouts. Les doigts parfaitement manucurés de Victoire se crispèrent légèrement autour de sa flûte de champagne. Elle savait exactement de qui Jacques parlait. Marc Dubreuil, 29 ans, travaillait à l'entretien de leur immeuble depuis 2 ans. Elle l'avait croisé d'innombrables fois dans les couloirs, toujours en simple uniforme de travail, outils à la main, allant tranquillement à ses tâches, avec un hochement de tête poli, lorsqu'ils se croisaient. « Ah, Marc, » dit-elle d'un geste négligent. « Oui, je le connais. Gentil garçon, je suppose, mais pas vraiment du genre à fréquenter un rassemblement comme celui-ci. » La remarque suscita quelques rires dans le petit groupe réuni autour d'eux. Victoire ressentit le frisson familier d'être au centre de l'attention. Son esprit et ses observations étaient appréciés par des personnes dont l'approbation pouvait propulser encore davantage sa carrière. « Vous imaginez, » rit Patricia Kellner, une autre invitée. « Le pauvre serait probablement terrorisé dans une salle pareille. » L'esprit de Victoire se mit à tourner avec des idées espiègles. Elle avait toujours été connue pour ses gestes audacieux, tant dans les affaires que dans sa vie privée.
Son succès venait de sa capacité à prendre des risques calculés et à laisser des impressions mémorables aux bonnes personnes. Une idée commença à se former, une idée qui fournirait un divertissement à ses invités tout en démontrant sa propre assurance et son pouvoir social. « Vous savez quoi ?» annonça Victoire sa voix, portant l'autorité qui l'avait rendue si respectée dans les conseils d'administration. « Je pense que nous sommes terriblement injustes envers Marc. Peut-être mérite-t-il une chance de voir comment vit l'autre moitié. » Le groupe la regarda avec des expressions curieuses, sentant que Victoire préparait quelque chose d'important. « Je vais l'inviter, » déclara-t-elle, les yeux brillants de l'excitation de sa propre audace. « Pourquoi pas? Ce pourrait être amusant de voir comment il se débrouille parmi la vraie société. » Plusieurs invités échangèrent des regards certains, paraissant intrigués, d'autres légèrement mal à l'aise avec l'idée, mais Victoire avait déjà pris sa décision. Elle était connue pour ses choix spontanés, et cela donnerait certainement à tout le monde matière à conversation pendant des semaines. Jacques haussa un sourcil. « Es-tu vraiment sérieuse, Victoire? Cet homme travaille à l'entretien. » « Exactement, » s'exclama Victoire, s'animant dans son propos. « Ce serait comme une expérience sociale. Nous pourrions observer comment quelqu'un issu de son milieu s'adapte à notre monde. Cela pourrait être instructif pour nous tous. » La conversation continua autour d'elle, mais Victoire avait déjà sorti son téléphone. Elle avait le numéro de Marc, grâce au registre de l'immeuble utilisé seulement pour les demandes de maintenance. Ses doigts coururent rapidement sur l'écran, rédigeant un message avec le ton juste d'une invitation détachée. « Marc, ici Victoire Dubois, de l'appartement du dernier étage. J'organise une petite réception ce soir, et je me suis dit que vous pourriez apprécier de vous joindre à nous. Rien de trop formel, juste de la bonne compagnie et de la conversation. Au plaisir de vous voir, Victoire. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir se raviser, puis leva les yeux vers ses invités avec un sourire triomphant. « Voilà, je l'ai invité pour ce soir. » La réaction fut immédiate et variée. Certains invités semblèrent ravis à l'idée d'un divertissement inattendu, tandis que d'autres se montraient inquiets du malaise potentiel de la situation. Marguerite Delaunay se pencha vers Victoire. « Ma chère, es-tu certaine que ce soit prudent? Le pauvre homme pourrait se sentir complètement déplacé. » Victoire éclata de rire, un son semblable à des clochettes d'argent qu'elle avait perfectionnées. « Marguerite, ne penses-tu pas qu'il est temps de briser quelques barrières? D'ailleurs, s'il se sent mal à l'aise, il pourra toujours partir. Mais qui sait, peut-être serons-nous surpris. » Son téléphone vibra presque immédiatement. « Merci pour l'invitation, mademoiselle Dubois. Je serai honoré d'y assister. Puis-je venir avec ma fille, Marc? » Victoire fixa le message un instant. Elle ignorait que Marc avait une fille, mais la demande paraissait tout à fait raisonnable. La présence d'un enfant apporterait une dynamique intéressante à la soirée et pourrait même rendre Marc plus à l'aise en famille. « Bien sûr, j'ai hâte de la rencontrer. »« Victoire, » répondit-elle rapidement. Se tournant vers ses invités, elle annonça la nouvelle. « Apparemment, il a une fille qu'il souhaite amener. Charmant, n'est-ce pas? Un vrai père de famille. » L'intérêt du groupe atteignit son apogée. La soirée avait pris un tournant inattendu, et chacun était désormais avide de voir comment tout cela allait se dérouler. Victoire ressentit une bouffée de satisfaction à l'idée d'avoir capté l'attention de tous si complètement. C'était exactement le genre de geste audacieux qui avait bâti sa réputation de femme qui sort des sentiers battus. Alors que la fête continuait, Victoire ne pouvait s'empêcher de jeter des regards répétés vers la porte, se demandant quand Marc arriverait et comment ses invités réagiraient en le voyant dans ce décor élégant. Elle l'imaginait, vêtu de son uniforme habituel, peut-être un peu nerveux, mais reconnaissant de pouvoir entrevoir un autre monde. La voix du concierge résonna dans l'interphone. « Mademoiselle Dubois, vous avez de la visite. »« Faites-les monter, » répondit Victoire, le cœur battant légèrement plus vite sous l'anticipation.
Elle se dirigea vers l'entrée, faisant signe à ses invités de poursuivre leur conversation, tandis qu'elle allait accueillir les nouveaux venus. Plusieurs personnes s'étaient placées de manière à avoir une vue dégagée sur la porte, leur curiosité évidente, malgré leur tentative de paraître nonchalant. L'ascenseur tinta doucement, et Victoire entendit des pas approcher de sa porte. Elle lissa une dernière fois sa robe et se prépara à accueillir Marc et sa fille dans son univers de luxe et de sophistication. La sonnette retentit avec une mélodie claire, et Victoire s'avança avec assurance, prête à ouvrir la porte et à assister à la réaction d'un homme de la classe ouvrière, pénétrant pour la première fois dans la haute société. Elle s'attendait à voir de la gratitude, peut-être de la nervosité, et certainement l'émerveillement de quelqu'un découvrant un luxe bien au-delà de son quotidien. Ce qu'elle ne s'attendait pas à trouver, c'était ce qui l'attendait de l'autre côté de la porte. Quelque chose qui allait bouleverser toutes ses certitudes et la laisser douter de tout ce qu'elle croyait savoir sur cet homme discret, de l'entretien qui venait d'accepter son invitation impulsive. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passera quand Marc franchira enfin cette porte. La main de Victoire resta un instant suspendue sur la poignée de la porte, en laiton ouvragé, son esprit bouillonnant d'anticipation. Derrière elle, la fête continuait dans un murmure sophistiqué, de conversation et de musique classique douce. Mais elle sentait que plusieurs de ses invités s'étaient stratégiquement placés pour assister à ce moment. Elle avait bâti cette soirée autour de la valeur divertissante d'un simple agent d'entretien se débattant dans son univers de privilèges, et maintenant, le spectacle allait commencer. Avec un sourire assuré, elle ouvrit la lourde porte en acajou, s'attendant à voir Marc dans sa tenue de travail habituelle, tenant peut-être nerveusement la main de sa fille en découvrant l'opulence du couloir de son appartement. Au lieu de cela, Victoire se retrouva face à une transformation si complète, si totalement inattendue, que son souffle se coupa et que sa flûte de champagne faillit lui glisser des doigts soudain engourdis. L'homme qui se tenait devant elle ressemblait à peine à l'ouvrier qu'elle croyait connaître. Fini l'uniforme simple et les chaussures usées. À leur place, se dressait quelqu'un qui aurait pu sortir directement des pages d'un magazine de luxe. Marc portait un costume gris anthracite, parfaitement taillé, qui devait coûter plus qu'un loyer mensuel de la plupart des gens. Le tissu se mouvait autour de lui comme de la soie liquide. Sa chemise blanche impeccable était clairement faite sur mesure, et sa cravate aux motifs subtils d'argent et de bleu profond parlait d'un goût irréprochable et d'un investissement conséquent. Mais ce n'était pas seulement les vêtements qui l'avaient transformé. Marc se tenait avec une confiance tranquille et une autorité naturelle que Victoire n'avait jamais remarquées auparavant. Sa posture était droite, mais détendue, ses gestes mesurés et précis. Ses cheveux, habituellement dissimulés sous une casquette de travail, étaient recoiffés avec une précision professionnelle. Et elle remarqua pour la première fois à quel point ses traits étaient saisissants. Une mâchoire forte, des yeux sombres et intelligents, et cette manière de se tenir qui suggérait un homme habitué à commander et à inspirer le respect. À ses côtés se trouvait une fillette d'environ 6 ans, et elle était tout aussi remarquable. L'enfant portait une robe que l'œil exercé de Victoire reconnut immédiatement comme une pièce de créateur pour enfants, probablement à plusieurs centaines d'euros. Ses cheveux bruns étaient arrangés en élégantes anglaises, et elle portait de petites boucles d'oreilles en perles qui accrochaient la lumière du lustre du couloir. Tout de ses chaussures vernies, parfaitement polies, à ses accessoires soigneusement assortis, respirait l'attention minutieuse et la dépense considérable. « Victoire », dit Marc d'une voix posée, empreinte d'une chaleur et d'un raffinement qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. « Merci beaucoup pour l'invitation. Voici ma fille d'Émilie. » La fillette s'avança avec l'assurance d'une personne bien plus âgée, offrant une petite révérence qui aurait été appropriée dans n'importe quelle cour royale.
Ravi de vous rencontrer, mademoiselle Dubois. Papa m'a dit tant de belles choses sur vous. Victoire resta figée sur le seuil, son esprit peinant à assimiler ce qu'elle voyait. Cela ne pouvait pas être le même homme qui avait réparé son évier 3 semaines plus tôt, s'excusant à plusieurs reprises d'avoir laissé une trace de terre sur son sol en marbre. Cela ne pouvait pas être la personne qu'elle avait pris en pitié et qu'elle avait décidé d'inviter comme un divertissement charitable. « Oui, entrez, je vous en prie », balbutia-t-elle, s'écartant pour les laisser entrer. Alors que Marc et Émilie pénétraient dans son appartement, Victoire remarqua plusieurs détails qui amplifièrent encore sa confusion. Marc portait une montre qu'elle était certaine d'identifier comme une Patek Philippe, valant sans doute plus cher que sa voiture. Ses chaussures étaient clairement en cuir italien fait main, et il se mouvait dans son espace non pas avec l'émerveillement qu'elle attendait, mais avec l'aisance décontractée de quelqu'un habitué au luxe. La réaction de ses invités fut immédiate et spectaculaire. Les conversations s'interrompirent net et toutes les têtes se tournèrent vers les nouveaux arrivants. Victoire vit les expressions d'amusement curieux se transformer en stupeur, en confusion, et dans certains cas, en reconnaissance qui semblait impliquer bien plus qu'elle ne pouvait comprendre. La coupe de champagne de Marguerite Delaunay glissa de ses doigts et se brisa sur le sol de marbre dans un fracas cristallin qui résonna dans le silence soudain. Le visage de Jacques Morel avait pâli, et il fixait Marc avec une expression frôlant l'incrédulité. « Bonsoir à tous », dit Marc avec amabilité, sa voix portant facilement dans la pièce. « J'espère que nous n'interrompons rien d'important. » Émilie resta près de son père, mais Victoire remarqua que l'enfant ne montrait aucun des signes de timidité ou d'intimidation que l'on pourrait attendre d'une fillette de 6 ans entrant dans un rassemblement aussi adulte. Au contraire, elle observait la pièce et ses occupants avec des yeux intelligents et évaluateurs bien trop matures pour son âge. « Marc », la voix de Jacques Morel se brisa légèrement. « Marc Dubreuil !»« Bonjour Jacques », répondit Marc avec un sourire chaleureux. « Ravi de te revoir. Comment vont Patricia et les enfants ?» La tête de Victoire tourna, alors qu'elle essayait de comprendre les implications de cet échange. Jacques Morel, l'un des financiers les plus influents de la ville, connaissait manifestement Marc personnellement et semblait stupéfait de le voir ici. « Ils vont bien, merci », balbutia James. « Je n'avais aucune idée que vous travailliez à l'entretien dans l'immeuble de Victoire. »« Travailler », termina doucement Marc. « Eh bien, tout le monde a besoin d'un passe-temps, n'est-ce pas? » Le mot passe-temps frappa la pièce comme un coup de tonnerre. Victoire sentit ses genoux fléchir quand elle commença à saisir toute la portée de ce que Marc venait de dire. Un passe-temps. Il avait qualifié de passe-temps ce travail qu'elle avait utilisé pour définir tout son statut social. Patricia Kellner, qui riait encore 1 heure plus tôt à l'idée que Marc serait terrorisé dans une pièce comme celle-ci, paraissait maintenant être celle qui connaissait la peur. Elle s'agrippa au bras de son mari et lui murmura quelque chose d'urgent à l'oreille. « Mesdames et messieurs, » dit Marc, en s'adressant à l'assemblée avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à commander l'attention. « J'aimerais vous présenter ma fille Émilie. Émilie, voici quelques amis de mademoiselle Dubois. » Émilie s'avança de nouveau, et Victoire observa avec étonnement la petite fille se déplacer dans la pièce avec une grâce sociale parfaite. Elle saluait chaque personne, convenablement retenait les noms après une seule présentation, et engageait des conversations à la fois polies et étonnamment sophistiquées. « Quelle jolie maison vous avez, mademoiselle Dubois », dit Émilie en se tournant vers Victoire. « La collection d'art est particulièrement impressionnante. Est-ce un véritable Renoir au-dessus de la cheminée ?» Victoire acquiesça en silence, toujours incapable d'assimiler ce qui se passait. Les connaissances de l'enfant en art, ses manières parfaites, ses vêtements coûteux, rien de cette situation n'avait de sens par rapport à ce qu'elle pensait savoir de Marc. « Émilie a vraiment l'œil pour l'art »,
expliqua Marc avec fierté. Elle suit le programme pour enfants du musée du Louvre. Le programme pour enfants du musée du Louvre était exclusif et onéreux, nécessitant non seulement des frais de scolarité considérables, mais aussi des relations pour être admis. Victoire le savait, car elle s'était renseignée elle-même lorsqu'elle envisageait d'améliorer ses propres références culturelles. Au fil de la soirée, Victoire se surprit à regarder Marc interagir avec ses invités avec un émerveillement et une confusion croissants. Il évoluait dans la pièce avec une aisance parfaite, discutant de stratégies d'investissement de marchés internationaux et d'événements culturels avec une profondeur de connaissances qui laissait deviner une vaste éducation et une grande expérience. Quand Harold Westbrook, un marchand d'art renommé, évoqua une récente vente aux enchères de sculptures contemporaines, Marc non seulement participa à la conversation avec compétence, mais révéla aussi qu'il avait assisté à cette vente et y avait fait plusieurs acquisitions importantes. La pièce de Henderson était remarquable, nota Marc. J'ai été déçu de perdre l'enchère sur celle-là. Vous étiez en train d'enchérir sur le Henderson qui est parti à près de 2 millions de dollars, demanda Harold stupéfait. Marc haussa modestement les épaules. Parfois on gagne, parfois on perd. C'est la nature du collectionneur. Victoire s'excusa et se retira dans sa cuisine, ayant besoin d'un moment pour assimiler ce qui se passait. Sa soirée soigneusement planifiée, comme un divertissement mondain, s'était transformée en quelque chose qu'elle ne comprenait pas et qu'elle ne pouvait certainement pas contrôler. L'homme qu'elle avait invité par curiosité, presque comme un acte de charité, évoluait clairement à un niveau qui dépassait peut-être même son propre statut social et financier. Elle se versa un verre d'eau et tenta de calmer ses mains tremblantes. À travers l'embrasure, elle voyait Émilie discuter avec Marguerite Delaunay à propos de cours de piano, mentionnant son prochain récital au Wild Recital Hall du Philharmonie de Paris, une salle que Victoire savait réservée aux talents exceptionnels et nécessitant une influence considérable pour y jouer. Lorsqu'elle revint à la réception, Victoire trouva Marc près de ses fenêtres, contemplant les lumières de la ville. Pendant un instant, il sembla perdu dans ses pensées, et elle surprit dans son expression quelque chose de plus profond, peut-être de la tristesse ou du désir, ou quelque émotion complexe qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Quelle vue !» dit-il sans se retourner. « Oui, » répondit Victoire prudemment. « J'ai payé plus cher pour la voir. » Marc hocha la tête avec réflexion. Les vues sont importantes. Elles nous rappellent la perspective. Il se tourna vers elle, et elle fut de nouveau frappée par combien il semblait différent de l'homme qu'elle croyait connaître. « Merci de nous avoir invités, Victoire. Émilie n'a pas souvent l'occasion de se socialiser avec. » Il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin. « Avec des personnes en dehors de notre cercle habituel. » « Votre cercle habituel, » répéta faiblement Victoire. Avant que Marc ne puisse répondre, Émilie apparut à ses côtés. « Papa, Madame Delaunay, m'a invité à l'anniversaire de sa fille, le week-end prochain. Puis-je y aller? »« Nous en parlerons plus tard, ma chérie, » dit Marc doucement, posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Victoire remarqua ce geste et comprit que malgré sa richesse apparente et sa sophistication, Marc semblait protéger sa fille avec une grande vigilance. Il y avait quelque chose de presque secret, de farouchement protecteur dans la manière dont il surveillait les interactions d'Émilie. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Victoire n'était pas plus près de comprendre ce qui venait de se produire que lorsqu'elle avait ouvert la porte à Marc pour la première fois. Chaque interaction n'avait fait qu'approfondir le mystère révélant des couches de complexité qui mettaient en question tout ce qu'elle croyait savoir sur le statut social, les apparences et les jugements que les gens portent les uns sur les autres. Les derniers invités s'en allèrent avec des promesses d'appeler bientôt et des demandes à peine voilées de plus amples informations sur ce fascinant ami de l'entretien. Victoire ferma la porte derrière eux et s'adossa un instant, laissant enfin paraître la confusion et l'incertitude qu'elle avait dissimulée toute la soirée.
Mais la plus grande surprise restait à venir, et elle arriverait avec la lumière du matin, bouleversant non seulement sa compréhension de Marc Dubreuil, mais aussi sa perception entière du monde qu'elle croyait contrôler si parfaitement. Le soleil du matin inondait les baies vitrées de Victoire, projetant de longues ombres sur le sol de marbre, alors qu'elle était assise à sa table de petit déjeuner, devant une tasse de café depuis longtemps froide. Elle n'avait pas dormi plus d'1 heure dans la nuit, son esprit repassant chaque instant de la veille pour tenter de donner un sens à ce qu'elle avait vu. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer sous les messages de ses invités, chacun plus pressant et curieux que le précédent. Marguerite Delaunay avait déjà envoyé 3 textos avant 7 heures, demandant des détails supplémentaires sur Marc. Jacques Morel avait appelé 2 fois laissant des messages vocaux qui laissaient entendre des informations qu'il ne pouvait partager au téléphone, mais qu'il tenait à discuter en personne. Victoire contemplait la ville en contrebas, oubliant sa routine habituelle du matin, cherchant à assembler les pièces du puzzle qu'était devenu Marc Dubreuil. Tout en lui, ses vêtements, sa confiance, la sophistication de sa fille, ses références désinvoltes à des ventes aux enchères de plusieurs millions, suggéraient une richesse et un statut bien supérieur à tout ce qu'elle avait atteint. Pourtant, il travaillait comme agent d'entretien dans son immeuble, un poste qui rapportait à peine de quoi payer un loyer dans la plupart des quartiers, et certainement pas de quoi soutenir le train de vie auquel elle avait assisté. Sa sonnette retentit, interrompant ses pensées troublées. Victoire jeta un coup d'œil à son téléphone. Il était à peine 8 heures un samedi matin, bien trop tôt pour des visites sociales. Elle alla vers l'interphone s'attendant à trouver un livreur, ou peut-être une amie insistante, venue chercher des potins sur la soirée passée. Mademoiselle Dubois. La voix était jeune et professionnelle. Ici, Jennifer Walsh du Le Figaro. J'espérais pouvoir vous parler de la réception d'hier soir. Le sang de Victoire se glaça. Le Figaro était l'un des journaux les plus respectés de la ville, mais il possédait aussi une rubrique mondaine capable de faire ou de défaire une réputation dans ses cercles. Elle n'avait jamais eu affaire à eux auparavant et n'aurait jamais pensé qu'ils s'intéresseraient à sa réception. « Je suis désolé, mais je ne donne pas d'interview », répondit prudemment Victoire. « Madame, je comprends votre réticence, mais il y a eu des développements concernant l'un de vos invités que le public a le droit de connaître. Il vaudrait mieux que nous en parlions correctement. » La main de Victoire trembla, tandis qu'elle ouvrait la porte à la journaliste. Quoi qu'il se passe, c'était clairement plus grave qu'une simple méprise ou qu'un malaise social. Le fait qu'un grand journal s'y intéresse faisait monter en elle des vagues d'anxiété, la poussant à se demander dans quoi elle s'était laissée entraîner. Jennifer Walsh se révéla être une femme aux yeux vifs d'une 30aine d'années, habillée avec professionnalisme, mais avec cette insistance, propre à ceux qui sont habitués à déterrer des secrets. Elle portait une tablette et arborait une expression d'excitation à peine contenue qui rendit Victoire encore plus nerveuse. « Mademoiselle Dubois, merci de me recevoir », commença Jennifer en s'installant sur la chaise que Victoire lui avait indiquée. « Je comprends que vous avez organisé hier soir une réception à laquelle Marc Dubreuil a assisté. »« Oui, c'est exact », répondit Victoire avec prudence. « Puis-je vous demander comment vous êtes au courant ?» Jennifer esquissa un sourire grave. « Mademoiselle Dubois, savez-vous qui est réellement Marc Dubreuil ?» La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Victoire comprit que son idée selon laquelle Marc n'était qu'un simple agent d'entretien allait être complètement anéantie, et elle n'était pas certaine d'être prête à apprendre ce qui allait suivre. « Je le pensais », admit-elle à voix basse. Jennifer activa sa tablette et montra à Victoire une photographie. C'était clairement Marc, mais il portait un costume d'affaires coûteux et se tenait derrière un pupitre avec un micro. Derrière lui figurait un logo que Victoire ne reconnaissait pas, mais le décor paraissait officiel et important. « Cette photo a été prise il y a 3 ans, expliqua Jennifer.
Marc Dubreuil annonçait le lancement de la dernière initiative humanitaire de la Fondation Dubreuil. La Fondation possède des actifs dépassant 800 millions de dollars. Victoire fixa l'image, la bouche grande ouverte. 800 millions. Mademoiselle Dubois. Marc Dubreuil n'est pas seulement riche. C'est l'un des philanthropes les plus influents du pays. La Fondation Dubreuil finance des programmes éducatifs, la recherche médicale et le développement d'infrastructures dans plus de 40 pays. Rien que l'an dernier, ils ont donné plus d'argent à des causes caritatives que certains petits États ne dépensent pour l'ensemble de leurs programmes sociaux. La journaliste fit défiler une autre image, montrant cette fois Marc, lors d'un élégant gala de charité, en train de parler avec des personnalités que Victoire reconnaissait comme des dirigeants mondiaux et des célébrités. Sur la photo, il affichait la même expression de confiance tranquille qu'elle avait vue la veille, mais qui à présent prenait un tout autre sens. « Mais pourquoi ?» balbutia Victoire. « Pourquoi quelqu'un comme lui travaillerait-il à l'entretien ?» Jennifer se pencha en avant, le regard intense. C'est précisément ce que nous essayons de comprendre. Il y a 3 ans, Marc Dubreuil a disparu de la vie publique. La Fondation a poursuivi son travail, mais il s'est retiré de toutes les apparitions officielles et de ses fonctions. Personne dans les cercles philanthropiques ne l'a revu depuis. Elle montra à Victoire une autre image, cette fois, plus récente et granuleuse, visiblement prise avec un téléobjectif. On y voyait Marc, en uniforme de maintenance, entrant dans l'immeuble où vivait Victoire. Nous essayons de le retrouver depuis des mois. Il y a des rumeurs sur un drame familial, sur la raison pour laquelle il s'est caché, mais personne n'a jamais pu confirmer quoi que ce soit. La soirée d'hier était la première fois qu'il réapparaissait dans les cercles mondains depuis sa disparition. L'esprit de Victoire s'emballa alors qu'elle tentait d'assimiler ces informations. Le travailleur discret et poli qu'elle avait croisé des dizaines de fois était en réalité l'un des philanthropes les plus puissants au monde. Un homme qui contrôlait des ressources capables de transformer des communautés entières. « Sa fille !» s'exclama soudain Victoire. « Émilie, elle m'a semblé si sophistiquée. » Jennifer hocha gravement la tête. Émilie Dubreuil. Avant la disparition de son père, elle était suivie par les mêmes éducateurs que ceux qui enseignent aux enfants de familles royales européennes. Sa mère était la Dru Sarah Dubreuil, l'une des chirurgiennes pédiatriques les plus renommées du pays. Victoire releva immédiatement l'emploi du passé. La Dru Dubreuil est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. C'est à ce moment-là que Marc s'est retiré de la vie publique. Certains pensent qu'il s'est reproché ce qui s'est passé. D'autres croient qu'il y a eu des menaces contre sa famille qui l'ont forcé à se cacher. Victoire s'affaissa dans son fauteuil, écrasée par le poids de la situation. Elle avait invité l'un des milliardaires les plus reclus du monde à sa réception pour l'amusement en le traitant comme un cas de charité, alors qu'il aurait probablement pu acheter tout son immeuble sans même remarquer la dépense. « Mademoiselle Dubois », poursuivit Jennifer. « Plusieurs de vos invités ont déjà parlé à d'autres journalistes. La nouvelle de la réapparition de Marc Dubreuil commence à se répandre et l'attention médiatique va être considérable. Je dois vous demander, a-t-il dit quoi que ce soit hier soir qui puisse expliquer pourquoi il mène cette double vie ?» Victoire secoua la tête dépassée. Il n'a presque rien dit sur lui-même. Il était charmant, cultivé manifestement, à l'aise avec la richesse et le raffinement, mais il n'a rien expliqué. Et sa fille a-t-elle mentionné sa mère, ou dit quoi que ce soit sur la raison pour laquelle ils vivent si différemment de ce qu'ils étaient auparavant? Non, répondit Victoire, en se souvenant des manières parfaites et de la conversation mature d'Émilie. Elle était adorable, mais elle n'a rien dit de personnel. Jennifer prit des notes sur sa tablette. « Mademoiselle Dubois, je dois vous prévenir, cette histoire va être énorme. Le retour de Marc Dubreuil, même dans des circonstances aussi inhabituelles, est une nouvelle qui va intéresser bien au-delà des cercles mondains new-yorkais. Vous feriez mieux de vous préparer à une attention que vous n'attendiez pas. »
Après le départ de Jennifer, Victoire resta seule dans son appartement, contemplant les flûtes de champagne qui n'avaient pas été débarrassées de la veille. Son invitation impulsive avait involontairement levé le voile sur l'un des mystères les plus fascinants du milieu philanthropique, et elle n'avait aucune idée des conséquences que cela pourrait entraîner. Son téléphone sonna, affichant le numéro de Jacques Morel. Elle répondit à contre-cœur. « Victoire, » dit la voix pressante de James, « nous devons parler immédiatement. Ce que tu as fait hier soir en invitant Marc, cela va avoir des répercussions auxquelles aucun de nous ne s'attendait. James, je n'avais aucune idée de qui il était vraiment. » « Je sais ce que tu pensais, » l'interrompit James. « Mais, Victoire, il y a des choses dans la situation de Marc Dubreuil que tu ne comprends pas. Des gens le recherchent pour des raisons qui vont bien au-delà de la simple curiosité concernant sa fortune. » Un frisson parcourut Victoire. « Quel genre de raison? »« Du genre à mettre des vies en danger, » répondit James sombrement. « Victoire, j'arrive tout de suite. Ne parle plus à aucun journaliste avant que nous n'ayons pu discuter de tout cela correctement. » En raccrochant, Victoire comprit que sa simple soirée de divertissement avait ouvert la porte à quelque chose de beaucoup plus complexe et potentiellement dangereux qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La double vie de Marc Dubreuil était sur le point d'être révélée au grand jour, et elle se trouvait désormais inextricablement liée aux conséquences de cette révélation. Dehors, la ville poursuivait son rythme habituel de samedi matin. Mais Victoire savait que pour elle, et peut-être pour Marc et Émilie, plus rien ne serait jamais normal. La véritable identité de ce discret agent d'entretien était sur le point d'ébranler non seulement sa propre vision du monde, mais peut-être le monde entier. La question qui la hantait désormais n'était plus de savoir qui était Marc Dubreuil. Elle commençait à le comprendre. Mais pourquoi un homme aussi puissant avait choisi de se cacher en pleine lumière? Et ce qui s'était passé 3 ans plus tôt pour le contraindre à vivre une existence si éloignée de ses véritables capacités et ressources. Moins d'1 heure plus tard, Jacques Morel arriva au penthouse de Victoire. Son calme habituel avait laissé place à une urgence qui fit grimper l'anxiété de Victoire encore plus haut. Il était accompagné d'une femme que Victoire ne connaissait pas grande professionnelle, avec ce regard vif qui trahissait une formation dans les forces de l'ordre ou la sécurité. « Victoire, voici l'agent Sarah Chen, de la division des crimes financiers du DGSI. » dit James sans préambule en entrant dans l'appartement. « Nous devons parler immédiatement de Marc Dubreuil. » Les jambes de Victoire se dérobèrent presque. « Le DGSI qu'a fait Marc. » L'agent Chen s'avança son expression sérieuse, mais non dénuée de bienveillance. « Mademoiselle Dubois Marc Dubreuil n'a commis aucun crime. Mais sa réapparition hier soir a créé une situation qui nécessite une attention immédiate. Certaines personnes le recherchent et toutes n'ont pas de bonnes intentions. »« Je ne comprends pas, » dit Victoire en s'affaissant sur une chaise. « La journaliste a dit qu'il était un philanthrope qui avait disparu après la mort de sa femme. »« C'est vrai, » confirma l'agent Chen. « Mais ce n'est pas toute l'histoire. La Dre Sarah Dubreuil n'était pas seulement l'épouse de Marc. Elle était aussi chercheuse, travaillant sur une technologie médicale révolutionnaire qui aurait pu transformer le traitement du cancer. Ces travaux valaient potentiellement des milliards de dollars pour les compagnies pharmaceutiques. James s'assit face à Victoire. « Il y a 3 ans, nous avons eu des indices montrant que quelqu'un tentait de voler les recherches de Sarah. L'accident de voiture qui l'a tuée, ce n'était pas un accident. » Victoire sentit la pièce tourner autour d'elle. « Vous êtes en train de dire qu'elle a été assassinée. » L'agent Chen hocha gravement la tête. « C'est ce que nous pensons, même si nous n'avons jamais pu le prouver. Marc a reçu des menaces crédibles visant la sécurité de sa fille s'il ne livrait pas les notes de recherche de Sarah. Au lieu de céder, il a rendu publiques toutes les découvertes de Sarah, les diffusant dans les universités et centres médicaux du monde entier, rendant impossible pour quiconque de tirer profit de son meurtre. C'est alors qu'il a disparu.
Les personnes qui ont tué Sarah étaient furieuses de ne pas pouvoir monétiser ses travaux, ajouta James. Mark savait qu'elle pourrait s'en prendre à Emily ensuite, alors il s'est enfoui dans l'ombre. Victoire pensa à la petite fille élégante qu'elle avait rencontrée avec ses manières parfaites et sa conversation si mature. Alors, il a caché Emily en travaillant comme agent d'entretien. C'était brillant en réalité, expliqua l'agent Chen. Personne ne prête attention aux travailleurs de service. Ils sont invisibles à la vue de tous. Mark pouvait garder Emily en sécurité tout en restant proche des centres de pouvoir, là où il pouvait surveiller les menaces. Mais pourquoi n'a-t-il pas simplement disparu complètement? Pourquoi n'a-t-il pas quitté le pays? James et l'agent Chen échangèrent un regard. Parce que Mark Dubreuil n'abandonne pas ses responsabilités, dit James doucement. Même en se cachant, il avait continué à diriger la fondation Dubreuil à distance. Le travail humanitaire n'avait jamais cessé. Il était simplement devenu invisible, tout comme lui. L'agent Chen sortit son téléphone et montra à Victoire une série de photographies. Elles montrèrent des chantiers, des écoles, des hôpitaux, tous portant de petites plaques avec le logo de la fondation Dubreuil. Au cours des 3 dernières années, alors que Mark avait disparu, sa fondation avait construit 47 écoles, financé des cliniques médicales dans 12 pays et fourni des systèmes d'eau potable à plus de 200 communautés. Il avait sauvé des vies tout en nettoyant des sols. Victoire fixa les images, commençant à comprendre l'ampleur de l'homme qu'elle avait sans le savoir exposé. Et maintenant que l'on savait où il se trouvait, l'expression de l'agent Chen s'assombrit. Les mêmes personnes qui ont tué sa femme sont toujours là. Elles le recherchent depuis 3 ans. Et grâce à la soirée d'hier et à l'attention médiatique qu'elle suscite, elles savent désormais exactement où le trouver. « Oh mon Dieu !» murmura Victoire. « Qu'ai-je fait ?» « Tu ne pouvais pas savoir, » dit James avec bienveillance. « Mais Victoire, nous avons besoin de ton aide maintenant. Mark et Emily sont en danger immédiat. Nous avons des raisons de croire que des groupes hostiles sont déjà en train de se mobiliser pour les localiser. » L'agent Chen se pencha en avant avec intensité. « Mademoiselle Dubois. Mark a-t-il laissé entendre où il pourrait aller s'il se sentait menacé? A-t-il parlé de refuge, de contact, de plan de secours? » Victoire secoua désespérément la tête. Non, rien de tel. Il était charmant et sophistiqué, mais il n'a rien révélé de personnel. Son téléphone vibra avec un appel entrant. Le numéro affiché lui était inconnu, mais l'agent Chen lui fit signe de répondre. « Allô ?» dit Victoire prudemment. « Mademoiselle Dubois, ici, Mark Dubreuil. » Sa voix était calme, mais portait une tension qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je dois vous remercier pour hier soir. Emily a passé un merveilleux moment. » Victoire regarda l'agent Chen qui lui fit frénétiquement signe de garder Mark en ligne pendant qu'elle activait le matériel d'enregistrement. « Mark, il y a ici des personnes qui doivent vous parler. C'est à propos de votre sécurité. » Un silence suivit. J'imagine que l'agent Chen vous a déjà informé de la situation plus large. Les yeux de Victoire s'écarquillèrent. Vous savez pour l'agent Chen. Le rire de Mark fut sec. Victoire, je suis au courant de la surveillance du DGSI depuis 3 ans. J'attendais le bon moment pour réapparaître et la réception d'hier soir m'a offert l'occasion idéale. L'agent Chen attrapa le téléphone. Monsieur Dubreuil, ici, l'agent Chen. Nous avons des renseignements crédibles confirmant que votre localisation a été compromise. Nous devons vous mettre, vous, et votre fille, à l'abri immédiatement. Agent Chen, j'apprécie votre inquiétude. Mais Emily et moi nous préparons à ce moment depuis 3 ans. Nous ne nous cacherons plus. Monsieur, avec tout le respect, vous ne mesurez pas le niveau actuel de la menace. Nous avons intercepté des communications laissant entendre que des groupes hostiles sont déjà en ville. La voix de Mark se durcit. Agent Chen, je comprends le niveau de menace mieux que vous ne l'imaginez. Les personnes qui ont tué ma femme ont commis une erreur fatale.
Elles ont cru que le chagrin me rendrait faible. Elles avaient tort. Victoire écoutait cet échange de plus en plus confuse et terrifiée. Le Marc qu'elle entendait maintenant n'avait rien à voir avec l'agent d'entretien poli, ni même avec l'invité sophistiqué de la veille. Cette version portait une dureté d'acier qui suggérait des capacités bien au-delà de la philanthropie. « Monsieur Dubreuil, poursuivit l'agent Chen, quelles sont vos intentions? » « Mes intentions sont simples, répondit Marc. Depuis 3 ans, je rassemble des preuves sur qui a tué Sarah et pourquoi. J'ai constitué des dossiers documentés, des connexions, et préparé le jour où je pourrais garantir qu'Émilie ne vivrait plus jamais dans la peur. James prit le téléphone. « Marc, c'est Jacques Morel. De quel genre de preuves parles-tu? »« Bonjour James, je parle de dossiers financiers, d'interceptions de communication, de témoignages de témoins trop effrayés pour parler il y a 3 ans, mais qui ont trouvé leur courage depuis. Je parle de suffisamment de preuves pour envoyer les responsables de la mort de Sarah en prison à vie. » Les yeux de l'agent Chen s'illuminèrent d'un intérêt professionnel. « Monsieur Dubreuil, vous êtes en train de dire que vous avez mené votre propre enquête. Je dis que les ressources de la Fondation Dubreuil vont bien au-delà de la construction d'écoles et d'hôpitaux. Quand on assassine votre femme pour ses recherches médicales, on apprend très vite que l'argent peut acheter beaucoup de choses, y compris la justice si l'on est assez patient. » Victoire réalisa qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire. Marc ne s'était pas caché pendant 3 ans. Il avait traqué. « Monsieur, nous devons vous rencontrer immédiatement, » dit l'agent Chen avec urgence. « Si vous détenez des preuves pouvant faire éclater cette affaire, nous devons coordonner nos efforts. » « Agent Chen, retrouvez-moi au siège de la Fondation Dubreuil à midi. Venez seul et amenez mademoiselle Dubois avec vous. Monsieur, ce bâtiment est vide depuis 3 ans. Nos surveillances montrent... » Marc l'interrompit avec ce qui ressemblait à un véritable amusement. « Agent Chen, vos surveillances montrent ce que je voulais qu'elles montrent. La Fondation Dubreuil n'a jamais cessé d'opérer. Elle est simplement devenue plus discrète dans ses méthodes. » La ligne se coupa, laissant Victoire James et l'agent Chen se fixer en silence, stupéfaits. « Il jouait une toute autre partie que celle que nous imaginions, » dit lentement l'agent Chen. « Pendant 3 ans, nous avons cru protéger un père en deuil caché. En réalité, nous assistions à l'une des enquêtes privées les plus sophistiquées de l'histoire moderne. » James secoua la tête abasourdi. « J'aurais dû m'en douter. Marc Dubreuil n'a pas bâti un empire humanitaire en étant passif. L'homme que je connaissais avant la mort de Sarah était brillant, déterminé et absolument impitoyable lorsqu'il s'agissait de protéger ceux qu'il aimait. » Victoire ressentit un mélange d'effroi et d'admiration. Et elle l'avait invité à sa réception comme simple divertissement. L'agent Chen passait déjà des appels, coordonnant son équipe pour la rencontre de midi. Tandis qu'elle parlait rapidement au téléphone, Victoire comprit qu'elle avait déclenché sans le vouloir quelque chose de bien plus vaste qu'un simple embarras mondain ou même qu'un article de presse. Elle avait en réalité signalé le début de ce qui pourrait devenir l'un des démantèlements les plus significatifs du crime organisé de l'histoire récente, orchestré par un homme qui avait passé 3 ans à prétendre réparer des ascenseurs en panne alors qu'il préparait en fait à briser ceux qui avaient détruit sa famille. Le soleil du matin s'élevait plus haut derrière les fenêtres de Victoire. Mais elle savait que d'ici l'après-midi, tout serait différent. Marc Dubreuil en avait fini de se cacher. Et ceux qui l'avaient sous-estimé allaient bientôt découvrir quel genre d'ennemi il s'était fait en assassinant sa femme et en menaçant sa fille. L'agent d'entretien discret n'avait été qu'un déguisement. L'invité raffiné de la veille n'avait été qu'un aperçu de son vrai visage. Mais ce qu'ils allèrent rencontrer au siège de la Fondation Dubreuil serait d'une toute autre dimension. Un homme qui avait passé 3 ans à transformer son chagrin en arme et qui était enfin prêt à s'en servir. Le siège de la Fondation Dubreuil se dressait comme un témoignage d'élégance architecturale au cœur du quartier financier de Paris.
Victoire était passée devant des dizaines de fois, au fil des ans, remarquant toujours sa façade imposante, sans jamais prêter attention à son apparente vacuité. À présent, en l'approchant aux côtés de l'agent Chen, elle réalisa combien ses suppositions avaient été fausses. De la rue, le bâtiment paraissait exactement comme il l'avait été depuis 3 ans. Fenêtres sombres, aucune activité visible, ces signes subtils d'une entreprise en suspens indéfini. Mais en franchissant le hall d'entrée, Victoire remarqua immédiatement des détails qui racontaient une toute autre réalité. Le hall était impeccablement entretenu, le marbre du sol brillait malgré le statut supposément vacant du lieu. Le poste de sécurité était inoccupé, mais Victoire distingua la lueur rouge discrète de caméras actives et le bourdonnement à peine perceptible de systèmes électroniques sophistiqués. L'agent Chen s'approcha des ascenseurs, mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur le bouton, les portes de la cabine centrale s'ouvrirent silencieusement, révélant une silhouette qui coupa littéralement le souffle de Victoire. C'était Marc, mais cette version ne ressemblait en rien ni à l'ouvrier qu'elle avait connu, ni à l'invité élégant de la veille. Il portait un costume noir parfaitement taillé qui semblait amplifier son autorité naturelle. Et il se tenait avec l'assurance inconfondable de quelqu'un habitué à exercer un pouvoir considérable. Mais ce furent ses yeux qui frappèrent Victoire le plus violemment. Ils contenaient une intensité concentrée qui parlait de 3 années entières passées à se préparer pour ce moment précis. « Agent Chen, Mademoiselle Dubois », les salua-t-il avec une politesse formelle, leur faisant signe d'entrer dans l'ascenseur. « Merci d'être venu. » Tandis que l'ascenseur montait doucement jusqu'au dernier étage, Victoire ne put s'empêcher d'étudier le reflet de Marc dans les parois d'acier poli. Il ne restait plus aucune trace de l'agent d'entretien déférent, ni même de l'invité charmeur qui l'avait surprise à sa réception. C'était clairement Marc Dubreuil, dans son élément, un homme contrôlant des ressources, valant des centaines de millions de dollars, et qui avait passé 3 ans à orchestrer ce qui ressemblait de plus en plus à un règlement de compte hors du commun. L'ascenseur s'ouvrit directement sur ce qui avait autrefois été les bureaux exécutifs de la Fondation. Mais là où Victoire s'attendait à voir des pièces vides recouvertes de draps, elle se retrouva face au centre névralgique d'une opération qui lui coupa le souffle. L'espace avait été transformé en quelque chose qui ressemblait à la fois à un centre de commandement high-tech et à une salle de guerre juridique. De multiples postes de travail bordèrent les murs, chacun équipé de systèmes informatiques sophistiqués et de matériel de communication. De grands écrans affichèrent des organigrammes financiers, des schémas organisationnels et ce qui semblait être des images de surveillance. Les murs étaient couverts de photographies de documents et de lignes reliant les uns aux autres, formant une toile complexe de preuves. « Bienvenue dans la véritable Fondation Dubreuil », dit Marc, sa voix empreinte d'une fierté contenue. Depuis 3 ans, voici le quartier général de l'enquête privée, la plus complète jamais menée sur le crime pharmaceutique dans l'histoire américaine. L'agent Chen parcourut la pièce avec une admiration professionnelle évidente. En examinant les écrans et le matériel, elle souffla « Monsieur Dubreuil, c'est extraordinaire. Comment avez-vous pu maintenir cela en activité sans être détecté ?» Marc esquissa un léger sourire. Agent Chen, quand on contrôle d'importantes ressources et qu'on emploie certains des meilleurs experts en sécurité du monde, on découvre à quel point il est facile de devenir invisible. La Fondation n'a jamais cessé d'opérer. Elle est simplement devenue plus sélective dans sa visibilité. Il les conduisit vers une grande table de conférence, au centre où des dizaines de dossiers étaient soigneusement alignés. Victoire pouvait voir que chaque dossier portait des noms, des dates et ce qui ressemblait à des qualifications criminelles. « Ces dossiers représentent 3 années d'enquête sur la mort de ma femme », expliqua Marc. Le docteur Sarah Dubreuil a été assassinée parce que ses recherches menaçaient de bouleverser des milliards de dollars de profits pharmaceutiques. Les responsables pensaient pouvoir me réduire au silence en menaçant Émilie. L'agent Chen saisit l'un des dossiers,
ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle en parcourait le contenu. Monsieur Dubreuil, ce niveau de détail. Comment avez-vous obtenu ces informations? La Fondation Dubreuil a des contacts dans des centres de recherche médicale, des agences gouvernementales et des institutions financières partout dans le monde, répondit Marc. Quand vous financez des projets humanitaires dans 40 pays, vous développez des relations avec des personnes qui voient des choses que d'autres préféreraient garder cachées. Victoire se retrouva à fixer une photographie accrochée au mur, montrant un homme en costume coûteux, serrant la main d'un dirigeant pharmaceutique qu'elle reconnut immédiatement. Des lignes rouges reliaient cette photo à des dizaines d'autres créant un réseau qui semblait couvrir plusieurs continents. « Marc, dit-elle doucement, qu'avez-vous découvert exactement? » L'expression de Marc se durcit. J'ai découvert que la mort de ma femme avait été commanditée par un consortium de sociétés pharmaceutiques menacées par ces découvertes révolutionnaires. Sarah avait mis au point un protocole de traitement capable de réduire les coûts des thérapies anticancéreuses de plus de 80%, tout en augmentant considérablement les taux de survie. Il se dirigea vers l'un des grands écrans et l'activa à l'aide d'une télécommande. L'écran afficha des documents financiers et des échanges de communication. Ces entreprises allaient perdre des centaines de milliards de dollars si le travail de Sarah devenait accessible au grand public. Alors, elles ont engagé des professionnels pour éliminer la menace. D'abord en essayant de voler ses recherches, puis en la tuant lorsqu'elle a refusé de céder. L'agent Chen photographiait les documents avec son téléphone, son excitation à peine contenue. « Monsieur Dubreuil, ces preuves pourraient appuyer des poursuites pour meurtre, conspiration, association de malfaiteurs et des dizaines d'autres chefs d'accusation. Pourquoi ne pas avoir porté cela à la connaissance des autorités plus tôt? » Le sourire de Marc fut glacé. « Parce qu'il y a 3 ans, je n'aurais pas pu protéger Émilie si ces gens avaient décidé de nous éliminer tous les deux. J'avais besoin de temps pour construire un dossier irréfutable et mettre en place des protections qui garantiraient notre sécurité, même s'ils tentèrent de se venger. »« Quel genre de protection ?» demanda Victoire. « Le genre qui consiste à distribuer des preuves détaillées d'activités criminelles à des agences de sécurité des journalistes et des responsables gouvernementaux dans 12 pays, avec pour consigne de tout publier si quelque chose arrivait à Émilie ou à moi. » L'agent Chen leva les yeux du dossier qu'elle examinait. « Monsieur Dubreuil, vous avez créé un mécanisme de Dead Man Switch. »« J'ai créé de la responsabilité, » corrigea Marc. « Les personnes qui ont tué Sarah croient depuis 3 ans qu'elles ont commis le crime parfait. Elles vont découvrir qu'elles avaient tort. » Un doux signal sonore retentit, indiquant un appel entrant sur le système de communication de la salle. Marc activa la ligne et une voix que Victoire ne reconnut pas emplit la pièce. « Monsieur, nous avons confirmation que les cibles sont arrivées en ville. 3 équipes, niveau professionnel, sont en train d'établir des positions de surveillance autour des associés connus. » Marc hocha la tête avec gravité. « Merci, David. Maintenez les protocoles de surveillance et signalez immédiatement tout mouvement agressif. » La main de l'agent Chen se porta instinctivement vers son arme. « Monsieur Dubreuil, êtes-vous en train de dire que les personnes qui ont tué votre femme sont déjà ici? » Agent Chen, ils suivent les articles de presse sur la soirée d'hier. Ils savent que je suis réapparu et ils se préparent à achever ce qu'ils ont commencé il y a 3 ans. Victoire sentit la terreur l'envahir. « Marc, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu. » Marc leva une main pour l'interrompre. « Victoire, vous avez fait exactement ce dont j'avais besoin. Pendant 3 ans, j'ai attendu le bon moment pour les faire sortir de leur cachette. Votre réception m'a offert l'occasion parfaite d'annoncer mon retour, tout en assurant une attention publique maximale. » Les implications de ces paroles frappèrent Victoire comme un coup physique. « Vous vouliez qu'il sache où vous êtes. »« Je voulais qu'il croie savoir où je suis, » corrigea Marc. « Il y a une différence cruciale.
L'agent Chen étudiait attentivement les écrans de surveillance. « Monsieur Dubreuil, quel est votre objectif final ?» Marc se dirigea vers un mur d'affichage où figurait une chronologie détaillée s'étendant de 3 ans plus tôt à aujourd'hui. « Mon objectif final, agent Chen, c'est la justice. Dans environ 6 heures, je tiendrai une conférence de presse pour annoncer le retour de la Fondation Dubreuil sur la scène publique. Lors de cette conférence, je publierai toutes ces preuves aux médias, en même temps qu'elles seront transmises aux autorités judiciaires du monde entier. Et vous vous attendez à ce que les responsables de la mort de votre femme essaient de vous arrêter. » Le sourire de Marc fut aussi tranchant qu'une lame. « Agent Chen, je compte dessus. Depuis 3 ans, ces gens opèrent dans l'ombre persuadés d'être intouchables. Ce soir, ils vont être forcés de sortir à la lumière, là où tout le monde pourra voir qui ils sont réellement. » Victoire comprit qu'elle assistait à quelque chose de sans précédent. Un homme qui avait passé 3 ans à transformer son deuil en un piège d'une sophistication inouïe. Marc ne s'était pas caché de ses ennemis. Il s'était préparé à les détruire. Mais en regardant les preuves recouvrant les murs et les écrans de surveillance, montrant des professionnels armés se déplaçant dans la ville, elle réalisa que les prochaines heures décideraient non seulement si Marc Dubreuil obtiendrait justice pour le meurtre de sa femme, mais aussi s'il verrait Émilie survivre assez longtemps pour en être témoin. L'ouvrier d'entretien discret s'était en réalité préparé à la guerre. Et ce soir, cette guerre allait enfin commencer. La conférence de presse était programmée pour 18 heures, dans la grande salle de bal de l'Hôtel de Crillon, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris. Dès 16 heures, Marc avait transformé l'espace en quelque chose qui ressemblait à la fois à un événement médiatique et à une forteresse. Victoire regardait avec stupéfaction les agents de sécurité, manifestement des professionnels, et non du personnel de l'hôtel, prendre position dans toute la salle, tandis que l'équipe technique installait un équipement bien plus sophistiqué que celui d'une conférence de presse ordinaire. « Émilie devrait arriver bientôt », dit Marc en consultant sa montre avec la précision calme de quelqu'un qui exécute une opération méticuleusement préparée. Il portait un costume bleu marine parfaitement taillé qui projetait à la fois l'autorité et l'accessibilité. L'image idéale pour quelqu'un sur le point de révéler l'un des plus grands scandales de l'histoire pharmaceutique. L'agent Chen, désormais, accompagné d'une équipe tactique complète du DGSI discrètement positionnée autour de l'hôtel, s'approcha de Marc avec les dernières mises à jour. « Monsieur, nous avons confirmation que des groupes hostiles se sont installés dans 3 immeubles, offrant une ligne de vue sur ce lieu. Il semble de coordonner une opération pour votre conférence de presse. » Marc acquiesça comme si c'était exactement ce qu'il avait prévu. « Agent Chen, vos équipes sont-elles prêtes à intervenir quand je donnerai le signal? »« Oui, monsieur. Mais, monsieur Dubreuil, je dois vous le redemander. Êtes-vous certain de vouloir vous servir de vous-même et de votre fille comme appât? Nous pourrions assurer votre sécurité et tout de même engager les poursuites. » L'expression de Marc se durcit avec une résolution inébranlable. « Agent Chen, ces gens ont tué ma femme parce qu'ils pensaient pouvoir agir en toute impunité. La seule façon de garantir la sécurité à long terme d'Émilie, c'est de démontrer que toucher à notre famille a des conséquences qu'ils n'auraient jamais imaginées. » Victoire sentit son angoisse monter en flèche en comprenant toute l'ampleur du plan de Marc. « Marc, vous n'êtes pas seulement en train d'exposer une conspiration criminelle, vous les attirez dans un piège où Émilie pourrait être blessée. »« Victoire, » répondit Marc doucement, « Émilie a été en danger chaque jour depuis 3 ans. Aujourd'hui, ce danger prend fin définitivement. » À 17h30 précise, Émilie arriva escortée à la fois par des agents du DGSI et par une sécurité privée. Elle portait une élégante robe bleue qui lui donnait l'allure d'une jeune princesse et se tenait avec la même prestance que Victoire avait remarqué lors de la soirée. Mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude, une maturité et une compréhension
qui dépassait largement ses 6 ans. « Papa, » dit Émilie en s'avançant vers Marc avec une assurance calme, « es-tu prêt à dire à tout le monde la vérité sur maman ?» Marc s'agenouilla à sa hauteur, son expression s'adoucissant sous l'amour paternel. « Oui, ma chérie. Aujourd'hui, tout le monde saura quelle femme extraordinaire était ta mère, et pourquoi ceux qui lui ont fait du mal ne pourront plus jamais blesser qui que ce soit. » Émilie hocha gravement la tête. « Maman serait fière de toi, papa. Tu as été très courageux. » Victoire observa cet échange les larmes aux yeux, commençant à comprendre qu'Émilie n'était pas simplement une enfant innocente emportée dans des conflits d'adultes. Elle était une participante qui savait exactement ce qui se passait et pourquoi cela comptait. À 18 heures précises, Marc prit place au pupitre devant une assemblée composée de représentants des grands médias d'officiers de justice et, selon Victoire, probablement d'agents infiltrés issus de plusieurs agences. La salle vibrait d'anticipation. La rumeur circulait déjà dans les cercles journalistiques. La réapparition de Marc Dubreuil s'accompagnerait de révélations d'une importance extraordinaire. « Mesdames et messieurs, » commença Marc, sa voix résonnant dans la salle avec une autorité naturelle. « Il y a 3 ans, ma femme, le docteur Sarah Dubreuil, a été assassinée parce que ses recherches médicales menaçaient de bouleverser des milliards de dollars de profits pharmaceutiques. Aujourd'hui, je suis ici pour m'assurer que ces meurtriers rendent des comptes. » La salle explosa. Les flashs crépitèrent. Les journalistes lancèrent une avalanche de questions. Mais Marc leva une main et le silence se fit. « Dans vos dossiers de presse, vous trouverez des preuves détaillées d'un complot impliquant 17 sociétés pharmaceutiques, 43 individus et un réseau de criminels professionnels opérant sur 4 continents. Ces preuves incluent des dossiers financiers, des communications interceptées et des témoignages de personnes autrefois trop effrayées pour parler. » Au fond de la salle, l'agent Chen parlait doucement dans sa radio. Victoire comprit qu'elle coordonnait des équipes prêtes à arrêter simultanément des dizaines de suspects dans plusieurs pays. Marc poursuivit. « La Fondation Dubreuil transmettra l'ensemble de ces preuves aux agences de justice du monde entier d'ici 1 heure. Nous mettrons également en place un fonds de récompense de 50 millions de dollars pour toute information menant à de nouvelles poursuites concernant des crimes pharmaceutiques et le vol de recherche médicale. » Pendant qu'il parlait, Victoire remarqua de subtils mouvements dans la salle. Les agents de sécurité se repositionnaient et elle aperçut ce qui semblait être des forces de l'ordre prenant place à l'extérieur des fenêtres de l'hôtel. De plus, Marc annonça qu'à compter de ce jour, la Fondation Dubreuil rendrait librement accessibles à toutes les institutions médicales du monde les recherches complètes du docteur Sarah Dubreuil, afin que son travail salvateur puisse bénéficier aux patients, quel que soit leur statut financier. La réaction de la foule fut électrique, mais Marc n'en avait pas terminé. « Enfin, je souhaite m'adresser directement aux personnes qui ont tué ma femme, » déclara-t-il, sa voix se durcissant d'une intensité glaciale qui fit tomber un silence total dans la salle. « Pendant 3 ans, vous avez cru avoir réduit au silence la menace que représentait Sarah. Vous aviez tort. Son œuvre sauvera désormais des millions de vies et vos crimes seront poursuivis dans toute la rigueur de la loi internationale. » La voix de l'agent Chen résonna dans l'oreillette de Marc. Victoire vit le minuscule dispositif malgré ses efforts pour le dissimuler. « Monsieur Dubreuil, nous avons du mouvement. Plusieurs équipes convergent vers l'hôtel. Vous devez exécuter le plan maintenant. » Marc esquissa un sourire sombre et fixa directement la caméra principale. À ceux d'entre vous qui regardent cette retransmission et qu'on l'arrêté, il est trop tard. Les preuves ont déjà été transmises. Les arrestations ont déjà commencé et le monde sait désormais exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. Comme prévu, l'agent Chen s'avança avec une équipe fédérale.
Mesdames et messieurs de la presse, le DGSI est actuellement en train d'exécuter des mandats d'arrêt liés au meurtre du docteur Sarah Dubreuil et à des crimes pharmaceutiques dans 7 pays. Nous prévoyons d'avoir 17 individus en détention d'ici 1 heure. En coin, la salle explosa sous les questions et les flashs des caméras, mais Victoire observait Marc et Émilie. Père et fille se tenaient ensemble avec une dignité silencieuse. Enfin, en sécurité, après 3 années de clandestinité, leurs ennemis exposés et leur avenir assuré. Marc avait fait bien plus que rechercher justice pour le meurtre de sa femme. Il avait orchestré l'un des démantèlements du crime, organisé les plus sophistiqués de l'histoire moderne, utilisant sa propre famille comme appât pour attirer ses ennemis dans la lumière, là où ils pouvaient être capturés. Mais la partie la plus remarquable n'était pas la complexité de son plan, ni l'ampleur de ses preuves. C'était la force tranquille avec laquelle il avait enduré 3 années de chagrin et de peur, transformant sa douleur en une arme destinée à protéger non seulement sa fille, mais aussi d'innombrables patients qui bénéficieraient des recherches de Sarah. À la fin de la conférence de presse, alors que les arrestations se poursuivaient partout dans le monde, Victoire comprit qu'elle avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire. L'ouvrier d'entretien qui avait réparé son évier, l'invité élégant qui avait charmé sa soirée, et le veuf endeuillé qui avait passé 3 ans à planifier sa revanche, étaient en réalité la même personne. Un homme qui avait refusé de laisser les assassins de sa femme triompher. Émilie Dubreuil grandirait en sachant que son père avait remué ciel et terre pour assurer sa sécurité et honorer la mémoire de sa mère. Quant aux criminels pharmaceutiques qui pensaient pouvoir tuer en toute impunité, ils avaient appris que certaines personnes poussées à bout deviennent dangereuses d'une manière que leurs ennemis n'auraient jamais pu imaginer. Et Victoire Dubois, qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements par une invitation imprudente destinée à distraire, avait appris que les personnes les plus extraordinaires se cachent souvent à la vue de tous, attendant le moment opportun pour changer le monde. Marc Dubreuil avait passé 3 ans à faire semblant d'être invisible, tout en se préparant à devenir inoubliable. Et à la fin, il avait obtenu à la fois justice pour sa femme et sécurité pour sa fille, prouvant que parfois, la vengeance la plus puissante consiste simplement à faire éclater la vérité au grand jour.